Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Et ce soir, pour cet épisode, je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Et je suis avec Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut les gars. Alors, chers auditeurs, après 2 épisodes, très spéciaux pour nous et aussi très éprouvants, on va pas vous le cacher. On est de retour à, voilà, nos premiers amours avec un épisode un petit peu plus, classique, je dirais presque une pause respiration, après 2 épisodes, comme je le disais, qui étaient assez intenses. Donc, au programme de ce soir, on va bien évidemment débriefer le match du 7 février contre Étoile Carouge à la Fontenette. On va ouvrir un nouveau chapitre de la rubrique Match de légende. Et puis, cette fois, nous avons eu le temps de préparer un briefing du prochain match un peu plus en bonne et due forme, donc ce match qui nous opposera au FC Vaduz. Voilà, messieurs, je propose qu'on commence tout de suite avec la première rubrique. Voilà, ce vendredi 7 février, Neuchâtel Xamax se déplaçait en terre genevoise pour y affronter Étoile Carouge. Un match qui s'annonçait pas facile et puis bah, malheureusement pour nous, la réalité du terrain a montré que ça n'a pas été du tout un match facile. Neuchâtel Xamax s'est incliné 2 buts à 1, encaissant par là même sa troisième défaite consécutive depuis la reprise du championnat. Donc, on va commencer comme d'habitude par la réaction de nos auditeurs. Alors, on commence par Giacomo. Alors, on le salue, Giacomo, qui nous dit étonné de la fragilité de cette équipe malgré les épisodes favorables, boulette du gardien et le carton rouge pour Étoile Carouge. On y reviendra. Ensuite, on a Thomas qui nous dit nul à chier une fois de plus. Voilà, Thomas qui va sans détour. Mathieu qui nous dit: «Faut changer le coach», avec un smiley qui pleure de rire. Il précise que c'est de l'humour en référence à certains. Gilles qui nous dit: «Progression et encourageant». OK, on reviendra aussi sur les arguments peut-être de Gilles. Notre chroniqueur Sam qui nous dit: «Le projet BSP prend gentiment place». On va commander plus. Lucas qui va dans le même sens. Cette fois, on va aller jouer à Bavois, en référence au club vaudois qui évolue, on le rappelle, en Promotion League. Grégoire M qui nous dit une équipe digne de la 5e ligue. Alors lui, c'est même pas la Promotion League, c'est la 5e ligue, c'est encore plus bas. Yann qui nous dit je ne soutiens plus du tout notre coach. On reviendra aussi peut-être là-dessus, messieurs. Et notre ancien grand gardien, grande portiere, Federico, qui nous dit marché de janvier insuffisant et joueur peu adapté au jeu de l'entraîneur. On reviendra peut-être aussi là-dessus, messieurs, pour structurer un petit peu notre débriefing. Alors, on sent quand même des internautes un poil moins fâchés que la semaine dernière après le match de ville. C'était quoi votre sentiment avant qu'on décortique le match à proprement parler, mais le sentiment général, messieurs? Alors, je commence par dire que s'il y en a certains qu'on connaît, je pense qu'il y en a un, sans être à 100% sûr de qui c'est, mais je pense le connaître, c'est Mathieu sur la théorie de faut changer de coach avec Smiley pleure de rire, parce que j'ai vu aussi des réactions de ce style-là sur Facebook. Maintenant, le sentiment général, il est OK que ça a été mieux, que ça a été certainement qu'il y a eu une progression par rapport aux 2 premiers rendez-vous 2025. Maintenant, ce qui fait toujours un peu sourire, c'est qu'on parle quand même de la Challenge League. On parle d'une Challenge League cette année avec des équipes. Enfin, on voit les adversaires auxquels on a affaire. Il n'y a aucun épouvantail qui est descendu de la Super League. Finalement, tout est resté. Mais à part ça, c'est pas une équipe où on semble avoir des adversaires imprenables. Et ça ne nous empêche pas d'avoir ces séries interminables de résultats négatifs qui posent question pas face à la force mentale de ce groupe, encore une fois. Varham, toi, tu regardais donc Osvaldo, tu étais au stade. Varham, toi, tu étais derrière ton poste, hein, pour voir ce match. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, c'est un peu la soupe à la grimace.
Voilà, on a un peu la gueule de bois parce qu'on enchaîne, on va de défaite en défaite. Il y a eu quand même du mieux en termes de prestations pures. Je pense on a été meilleur, notamment sur le pressing, jouer haut, qui est un précepte qui est cher à notre coach. Je pense on a beaucoup mieux appliqué ces consignes-là. Malheureusement, l'équipe est vraiment au fond du trou. L'équipe qui est fragile mentalement, qui est très friable, et puis à la première secousse, le bateau tangue. Et puis voilà, et puis on sent vraiment une équipe déprimée, fragile mentalement. Et puis, comme l'a bien dit Giacomo, malgré des faits de jeu qui ont tourné en notre faveur, notamment le carton rouge et puis le cadeau du gardien carougeois. On a réussi à prendre un but en supériorité numérique. Et puis malheureusement, ça traduit une équipe qui est en manque total de confiance. Une équipe qui va mal et voilà quoi, c'est qu'en fait on est un peu dans une spirale où rien ne va, où tout tourne dans le vent, enfin dans le sens contraire du vent. Donc voilà, donc c'est vraiment une sale passe et il faudrait qu'on en sorte rapidement parce que la zone rouge s'approche. On n'est qu'à 6 points de la zone brûlante. Donc nos joueurs seraient assez bien inspirés de faire rapidement des points, sinon on va se remettre dans une saison galère qui serait quand même, parce que si on refait un historique, là c'est la cinquième saison de Challenge League, on a quand même fait 2 fois le ventre mou et 2 fois le maintien, et malheureusement la dynamique de la saison fait que on se redirige vers un maintien, ce qui serait la troisième fois en 5 ans, et là je pense que ça fait un peu trop pour un club comme Xamax quand même. Mmh. Alors voilà, ça c'était le sentiment général. On va maintenant peut-être rentrer un peu plus, dans l'analyse du match à proprement, parler. Alors, au coup d'envoi, il faut le rappeler, on avait quand même une équipe d'Étoiles Carouges qui n'avait pas brillé non plus, hein, depuis le début de l'année 2025, en tout cas pas d'un point de vue comptable, hein, puisque les Genevois n'avaient inscrit qu'un seul point en faisant match nul contre Ville. Xamax, ben, on l'avait dit, hein, déjà 2 défaites avant, ce match-là, et ça s'est tout de suite vu qu'il y avait quand même une équipe un petit peu moins en manque de confiance que l'autre. Alors je suis d'accord avec toi, hein, Varane, il y avait beaucoup mieux dans l'attitude, dans le pressing, mais on avait quand même, un Étoile Carouge, beaucoup plus sûr de son football, et on sentait qu'à tout moment, les Carougeois, pouvaient nous faire, très mal. Alors, dans les premières minutes, on a surtout vu un homme, Osvaldo, c'était Lucas Estito, hein. C'est quand même beaucoup par lui qu'est passé le danger sur les premières minutes du match. Il a été très actif. Oui, oui, il a été très actif et puis il a mis à mal une équipe de Xamax qui n'a finalement pas tardé à se retrouver dans des situations très très précaires. Parce que moi, la première action que j'ai notée, elle intervient après 5 minutes de jeu. Mais oui, Mmh. effectivement, hein, c'est sitôt comme d'autres joueurs, notamment Correa. Il y a plusieurs joueurs qui nous ont posé pas mal de problèmes. Mais c'est vrai que moi, j'ai surtout noté encore l'autre soir, enfin, finalement, le fait qu'on n'a pas dû attendre longtemps avant de se mettre à trembler et à transpirer pour notre défense et notre arrière-garde. Totalement, et puis, ben, voilà, il y avait pas grand-chose, hein, finalement, à se mettre sous la pupille dans la première demi-heure de jeu. En tout cas, côté xamaxien, on peut retenir une frappe de Toiti qui passe à côté, mais sinon, pas grand-chose. Et puis, voilà, la première mi-temps, elle s'anime plutôt dans la dernière partie, à commencer par une grosse occasion pour Salim Benseghir, Osvaldo. Oui, oui, et puis c'est effectivement une bonne occasion il est décalé sur la droite par Toiti et puis une frappe croisée qui est détournée par le gardien. Maintenant, voilà, il y a eu plusieurs occasions. Toiti qui a eu également un coup franc durant Mmh. la première période facilement Juste, ouais. capté. Maintenant, voilà, moi, c'est la première chose, quand je disais occasion précoce, il y avait notamment une perte de balle de Bamba après 5 minutes à mi-terrain qui a abouti sur une frappe d'Alves qui est sauvée de justesse par Omer Agic. Et ça fait partie un petit peu de ces joueurs. Bamba fait partie un petit peu de ces joueurs aussi
en grande difficulté et qui finalement arrivait d'une équipe, ok, reléguée de Super League, mais qui avait vécu la Super League il y a pas longtemps. Et moi qui pensais que son impact physique au milieu de terrain allait faire du bien à cette équipe, je le vois de plus en plus en grande difficulté, et ce depuis plusieurs matchs. Ouais, et on a l'impression que, en tout cas, les Carougeois, ça s'était vu déjà un peu la semaine dernière du côté de Ville, mais ça s'est énormément vu lors de ce match-là. Régulièrement, les adversaires venaient le presser à deux. Ils ont appuyé Mhm, là où ça faisait mal, hein. Ils l'ont senti un petit peu en difficulté par moment, et puis ils ont appuyé là-dessus. Et à mon avis, c'était une bonne stratégie de la part de Carouge, mais c'était compliqué effectivement pour Giovanni Bamba. On en reviendra après. Il cédera sa place à la mi-temps. C'était assez, c'était assez logique. On va revenir tout sur à cette fait. action de Salim Ben Seguir. On va déjà saluer la superbe inspiration de Toiti, hein, qui nous fait vraiment une merveille de passe. Là, il sert Ben Seguir dans la course. Le défenseur est proche d'intervenir, mais il peut juste pas intervenir parce que la balle, elle est vraiment très très bien donnée. Et puis Salim Ben Seguir qui fait presque tout juste, on va dire. La frappe est un petit peu centrée, mais elle était quand même placée. Et puis on va aussi saluer l'arrêt de Diallo voilà, qui pour le coup sauve son équipe. Ça aurait été un peu contre le cours du jeu, hein, car Rouge était dominateur à ce moment-là. Mais on s'était créé cette grosse occasion contre. Et puis, comme on dit souvent, messieurs, quand on marque pas un but, on est puni derrière. Et alors, c'est peu dire, enfin, c'est une minute après que Étoile Carouge ouvre le score grâce à Oscar Correia. Une action, voilà, décortiquer un petit peu, messieurs, une action où voilà, on retrouve nos difficultés défensives habituelles, et à quoi se rajoute aussi un peu de malchance, hein. On va pas se mentir sur cette action, hein, Osvaldo. Il y a les deux. Il y a d'abord un placement un peu large, et puis ensuite de la malchance. Oui, oui, bah, c'est-à-dire que Correa Ferreira est laissé complètement seul sur la gauche de la défense. Il reçoit ce ballon sans forcément beaucoup de dérangement. Après, c'est vrai qu'il trompe Omer Agic en deux temps où il a un ballon qui lui revient de façon un peu fortuite. Maintenant, moi, là où je tape une nouvelle fois un peu sur le collectif, c'est au début de l'action, c'est finalement cette difficulté, enfin, ces problèmes indicibles qu'on a cette saison à éviter de prendre l'eau et de subir des surnombres dans notre zone défensive et que, ok, il y a la chance ou la malchance peut peut-être alterner au fil des matchs, mais la responsabilité première et la responsabilité à l'origine, elle est à nous. C'est qu'on on défend sur ces phases-là, on défend vraiment pas bien et on se met vraiment à la merci de justement, pour moi, subir cette malchance qui par moment arrive. Mmh. En fait, ce qui se passe dans cette action, c'est qu'il faut le rappeler, même si la conclusion vient depuis la gauche, pardon, vient depuis la droite, mais l'action de Carouge commence sur leur côté gauche, donc sur le flanc droite de notre, défense. C'est Sestito, hein, qui prend le ballon dans son camp et qui remonte, passe le rond central. Il est pas du tout pressé. C'est-à-dire qu'à Mhm. ce moment-là, toute l'équipe recule. Alors, c'est logique qu'on doive reculer sur une phase de jeu comme ça, c'est une contre-attaque. Mais il y a un joueur, et là, je pense que c'est soit Bamba, soit Fatic, tout dépend comment elle joue, qui doit aller au pressing, qui doit Mm. soit aller au pressing du joueur, ou qui doit couper les possibilités de passe sur le côté. Les contre-attaques, la plupart du temps, quand elles passent dans l'axe, les joueurs cherchent un décalage sur le côté. C'est un classique de la contre-attaque. On passe dans Mhm. l'axe, on décale un joueur sur le côté, le joueur tente un dribble, fait une passe en retrait. Enfin, ça s'est vu des centaines et des centaines de fois. Et là, on recule, on observe Sestito, mais non seulement on recule, mais en plus on est complètement aspiré par le joueur, c'est-à-dire que l'équipe, elle penche sur notre côté droite. Et puis pendant ce temps-là, on le voit, hein, sur le ralenti. Correa, il fait un superbe appel. Au moment où il lève le bras pour faire l'appel, il n'y a pas un Xamaxien à moins de, allez, je pense 15 mètres de lui.
Donc il Mhm. reçoit le ballon. Alors au moment où il reçoit le ballon, ben, on a Michael Facchinetti, il voit que ben, le joueur est dangereux, donc il revient vers lui, mais il va pas forcément le presser. Qu'est-ce qui se passe? Correa lui tire dessus. Et c'est là où il y a un petit peu de malchance, parce que la balle rebondit sur Facchinetti, elle aurait pu ne pas revenir dans le pied de Correa, qui la reprend dans le sens du but, et cette partie-là est totalement malchanceuse. Mais jusque-là, jusqu'à cette frappe de Correa, on est vraiment sur une phase défensive catastrophique. Varane, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On est d'accord. Oui, alors après, moi, ce qui me questionne énormément, c'est ces phases de pressing très hautes, parce qu'une fois que le premier, voire le deuxième rideau fait est passé, derrière, on est en un contre un systématiquement, et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que la ligne a été cassée, derrière, c'est du 4 contre 4. Et puis, Carouge a très très bien joué le coup. Je vais être redondant, mais moi j'aime beaucoup le pressing haut, jouer haut. Mais est-ce qu'on a les joueurs pour faire ce type de football? J'ai quand même beaucoup de réserves sur ça parce qu'on a une défense qui est quand même très lente. Quand vous jouez haut, comme ça, vous allez presser haut, il faut avoir des défenseurs qui sont rapides. Or, c'est pas vraiment le cas. Et puis, autre chose sur lequel, à mon avis, il faut mettre l'accent, et Mirko et Osvaldo, vous l'avez mis sur la table, c'est notre paire de milieu Fatkich Bamba qui est quand même très, on va dire, semblable. C'est deux doublons. Or, il nous manque dans notre effectif un joueur qui aurait des caractéristiques beaucoup plus différentes. Et là, je pense à un joueur qui a joué chez nous il n'y a pas si longtemps que ça, mais je pense à un Belloco. Et à mon avis, si on veut faire une paire de deux devant la défense, il faudrait avoir un Fatkich et un Bamba assorti d'un joueur qui aurait les caractéristiques de Belloco. Malheureusement, nous n'avons pas un joueur comme ça dans notre effectif, puisque effectivement, Bamba et Fatkic sont moins des joueurs de pressing, c'est plus des joueurs de construction. Alors physiquement, ils sont bien bâtis, mais il nous manque, je dirais, un petit chien de garde qui va presser et puis qui amène comment dire, un peu de grinta dans cet entrejeu. Malheureusement, on l'a pas. Et c'est vrai que j'ai rarement été convaincu par Fatkic et Bamba en fait en même temps. Voilà. Et je pense que c'est un problème un peu structurel dans notre effectif. Hmm. Il y a juste un élément supplémentaire que je voudrais aussi ajouter sur le pressing, et c'est finalement notre camarade de soirée de vendredi, qui est souvent un camarade de soirée quand il s'agit des matchs d'Examax en tribune de presse. Il s'agit de Manuel Saraceno. C'est vrai qu'on en parlait pendant le match vendredi soir, et il me faisait remarquer un truc qu'on m'avait déjà expliqué et que j'ai souvent compris, c'est que même quand on parle de pressing, au moment où le pressing agissait, notamment en première mi-temps, l'équipe était totalement coupée en deux. C'est Mhm. qu'il y avait, il y avait, il y avait un énorme écart entre la première ligne des attaquants qui pressaient, la ligne du milieu et la ligne défensive. Au-delà, et je suis absolument d'accord avec toi, Varane, pour pouvoir exercer un pressing, tu dois avoir une défense plus rapide que celle qu'on a, que celle qu'on Ouais. a actuellement. Mais tu Et dois ça, aussi c'est... avoir, mais tu dois aussi avoir des lignes resserrées. Et en l'occurrence, tu peux pas faire un pressing avec que les Non. attaquants qui pressent, mais les milieux qui sont encore à 10 mètres et les défenseurs qui sont encore à 10 mètres des milieux. Ça n'existe pas. Tu dois pouvoir faire un pressing d'équipe avec des Et joueurs qui suivent le mouvement. c'est ça. Et ça a deux conséquences assez graves, hein, parce que la première, c'est que ça rend le pressing beaucoup moins efficace, parce que l'adversaire, une fois qu'il a passé la première ligne, eh ben, il y a personne entre deux, donc il peut se développer rapidement. Et puis, eh ben, la deuxième, c'est la conséquence directe par rapport à ça, c'est que l'adversaire, s'il sort de ce premier rideau, il est en surnombre. Il va attaquer en surnombre, et ouais, c'est hautement improductif. Et on a vu en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on a moins vu parce que la physionomie de la deuxième mi-temps n'était pas la même vu l'évolution du match. Mais on l'a vu que Carouge, par moment, on essayait de les mettre en difficulté, à venir les presser haut, que ce soit les défenseurs ou Diallo, mais ils ont pratiquement toujours pu s'en sortir. Alors, avec de belles qualités techniques, parfois aussi, hein, avec tout d'un coup une passe.
une passe en diagonale qui arrivait sur l'homme et puis qui pouvait repartir. On leur a pas non plus mâché tout le travail, mais ils s'en sont toujours sortis. Et quand ils s'en sortaient, ils développaient leur jeu rapide derrière et ils étaient extrêmement dangereux, quoi. Donc, Mm. ouais, c'était dommage, effectivement, ce pressing ou cette espèce de demi-pressing, finalement, qu'on faisait. Donc, voilà. Et ouais, du coup, voilà, ouais, Oui, attendez, puis je crois non, j'aurais aussi je voulu suis désolé les ajouter. gars, je crois que j'ai un problème. Non, c'est bon, on continue, pardon. Ok, très J'ai bien. cru qu'il allait y avoir un problème technique, mais non, c'est tout bon, on continue. Magnifique. Donc, finalement, Oui, 1-0, 1-0 pour Carouge à la mi-temps, c'est assez logique vu la physionomie de la mi-temps. On n'a pas fait une mauvaise mi-temps en soi, mais on n'en a pas fait non plus suffisamment pour espérer tenir tête à Carouge, messieurs. Non, non. Après, il y a en plus de ça, il y a quelque chose avant de basculer sur la deuxième mi-temps. Il y a quand même une action qui aurait dû être le début on va dire, du réveil avec Saint-Maxien, enfin, qui aurait dû normalement symboliser le Mhm. début du réveil avec Saint-Maxien. C'est comme Eragic fait un sauvetage miraculeux sur la dernière action avant la mi-temps. Et que ça, on va venir après sur ce qui se passe ensuite en deuxième mi-temps sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, mais ça, plus le scénario du quart d'heure de la deuxième mi-temps, avec une équipe normalement constituée mentalement et qui a la tête sur les épaules mais surtout qui a les pieds dans les baskets, qui a les pieds dans les crampons, on doit pouvoir retourner ce match avec la succession d'événements dont on va parler d'ici un instant. Pour une fois, c'est moi qui fais la transition. Mirko, je te laisse parler. Voilà. Ouais, ouais, non, non. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse cette transition rapidement parce que ce premier quart d'heure, il a quand même deux éléments largement en notre faveur. Alors, on va commencer par le joli coup de main que nous a fait le gardien carougeois Diallo, ce qui se matérialise par l'égalisation de l'Iridone Moulay. Et alors, moi, j'espérais que l'équipe revienne de manière conquérante et puisse revenir au score le plus vite possible. Alors, ça s'est fait, mais ça s'est fait dans des circonstances pas loin du but de gag, Varane. oui, Varane. donc absolument, oui, oui. Donc en fait, bah, on l'a vu aussi aujourd'hui en Super League avec Zurich et puis Saint-Gall. Donc c'est des buts qui arrivent fréquemment dans ce foot moderne, hein, avec on veut construire depuis le bas avec le gardien. Et puis là, ben, purement et simplement, le gardien a dégagé sur notre ami Noliridon Moulay. Et puis bah, ce dernier n'en demandait pas tant, et puis finalement, bah, il s'est retrouvé la balle dans les pieds, et puis une frappe sèche au premier poteau, qui n'était pas irrésistible d'après mes souvenirs, mais bon, elle est rentrée. Non, et il la prend un peu de l'extérieur, et puis Diallo aurait très bien pu faire l'arrêt en soi, mais Effectivement. il l'a pas fait. C'est 1-1. Alors là, en fait, c'est presque le deuxième signal parce que, comme tu disais avant, Osvaldo, l'arrêt d'Omer Agic aurait dû lancer cette révolte, d'autant plus quand tout de suite après la mi-temps, on revient au score. Et puis ensuite, il y a le deuxième fait de jeu de cette deuxième mi-temps, à la 56e, c'est l'expulsion de Mathis Magnin, Osvaldo. Du coup, Osvaldo, allô? Excusez-moi, c'est moi qui avait désactivé le micro. Oui, ici, donc on était effectivement sur cette expulsion de Magnin, où c'est assez drôle parce qu'en plus on était pour aller un petit peu sur les anecdotes encore de vendredi soir, on était derrière, enfin, on était devant des supporters carougeois qui comprenaient pas finalement la nature de l'expulsion. Maintenant, c'est un geste qui est complètement qui est complètement sans maîtrise, où il va mettre un tacle, le pied en avant décollé, sur Fatkich, et un geste complètement hors de contrôle de Magnin qui justifie plus que pleinement Mhm. l'expulsion dont il a été victime. Et c'est vrai que c'est ça, plus, enfin, l'arrêt de Meragic, l'égalisation, plus cet événement-là aurait dû, logiquement, dans une trame de match logique, aurait dû permettre à Xamax
à ce moment-là de prendre les devants, de prendre les dessus sur Carouge, surtout quand on sait que Carouge, on l'a dit en début de débrief, n'était pas non plus sur la phase la plus extraordinaire de sa saison. Donc ils étaient en Ouais, va pas plus, trop vite, Osvaldo. Je voulais encore un peu commenter l'expulsion. bien sûr. En soi, c'est vraiment, on voit que le joueur n'a aucune volonté de faire mal et de venir blesser le joueur xamaxien. C'est, on va dire, les débordements que peut parfois prendre une agressivité saine. Parce que Magnin, en fait, qu'est-ce qui se passe? Magnin, il faut le rappeler, c'est un défenseur central, mais il fait sa faute dans les 20 mètres après le rond central, côté xamaxien. Donc il poursuit son action, il a un contrôle de balle un petit peu défaillant et il essaie de se rattraper, il se jette et puis malheureusement pour lui, Fakic a un temps d'avance, intervient sur le ballon et puis il tacle pied en avant. Donc c'est effectivement un geste mal maîtrisé, c'est une saine agressivité un petit peu poussée à l'extrême qui devient un geste dangereux. Je crois que les joueurs sur le terrain, qu'ils soient enfin les joueurs carougeois, le staff carougeois ne s'est pas non plus n'est-ce pas, scandalisé de ce carton rouge. Mais voilà, c'est des gestes qui peuvent arriver parfois dans le football. Si l'agressivité n'est pas maîtrisée, ce sont des gestes qui peuvent mériter un carton rouge. Voilà, je te laisse repartir sur la dynamique dans les 10 minutes qui suivent le carton rouge, Osvaldo. Oui, oui, non, mais c'est pour dire que à la suite de cette expulsion-là, moi, mais en même temps, je peux dire ce qui m'étonne, mais dans la situation dans la situation actuelle de Xamax, ça m'étonne pas tant que ça. C'est qu'on est incapable par la suite de percevoir le moment du match où l'adversaire commence à lâcher prise, commence à perdre le contrôle. Et ce qui est hallucinant dans les minutes qui suivent, c'est que je vais pousser le truc un peu loin, je suis désolé, mais on parlait de frustration et on parlait de frustration des supporters dans ce début d'année 2025, on en a parlé 1000 fois. J'ai l'impression que c'est Carouge qui jouait à un, voire à deux joueurs de plus Mhm. dans la dernière demi-heure. Et ça, On a, pour moi, c'est pas acceptable. Ok, on a totalement compris que cette équipe n'est pas là par hasard, qu'avec son entraîneur, elle suit une trajectoire de saison, elle suit une progression qui est saine, qui est faite step by step et que il y a tous les environnements il y a tous ouais, les éléments d'un je vais environnement te favorable. chatouiller un petit peu, Osvaldo, mais pourquoi tu as eu cette impression que c'était Carouge qui jouait à un joueur de plus? Vas-y, Parce qu'après, développe un peu. mais parce qu'après, il y a il conserve le ballon pendant une Mhm. dizaine de minutes d'affilée sans qu'on voit le puck, C'est tout ça. simplement. Et normalement, on s'attend qu'une équipe, quel que soit le profil de l'équipe, mais quand une équipe joue tout d'un coup avec un homme de plus sur le terrain, d'autant plus quand le joueur expulsé est un défenseur central et que l'équipe en face ne fait pas de changement tout de suite, ils se sont adaptés avec les hommes sur le terrain. On s'attend à ce qu'on Mhm. reprenne la possession du ballon et qu'on fasse tourner. Moi, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on marque le 2-1 dans les 3 à 4 minutes qui suivent l'expulsion. C'était peut-être un long processus, 56e minute avec les arrêts de jeu. Il reste encore 35, 37, 38 minutes de jeu à ce moment-là. Il y avait le temps d'aller marquer un but. Il y avait le temps de danser autour de cette équipe carougeoise, de les fatiguer. Et puis, une équipe fatiguée est une équipe qui est plus à même de faire des erreurs. Et à ce moment-là, en fait, on a discuté avec Adrien Urcea après le match. Ça n'a pas été diffusé sur les interviews, mais on lui a demandé comme à Anthony Breza, en fait, qu'est-ce qu'il a dit à son équipe au moment où Mathis Magnin se fait expulser. Et Urcea a dit, j'ai rien dit de particulier. J'ai juste dit à mon équipe, on continue à jouer avec le ballon, on continue à faire ce qu'on sait bien faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'équipe carougeoise n'a pas paniqué. Ils ont repris le fil de leur match. Ils ont eu deux événements contraires, l'erreur de leur gardien, cette expulsion, mais ils se sont remis la tête à l'endroit, là où Max Varam a gardé la tête à l'envers, ou s'est mis à ce moment-là la tête à l'envers. Oui, bah complètement. Bah, normalement, l'expulsion de Magnin aurait dû nous faire rentrer dans une dynamique positive, où normalement, bah, là, on aurait dû mettre le pied sur la balle, ou alors, du moins, si on met pas le pied sur la balle, au moins être dangereux. Enfin, voilà, enfin, Mhm. manifester cette supériorité sur la pelouse.
numérique, mais au lieu de ça, j'ai l'impression qu'on s'est effondré, ce qui est totalement étrange, ce qui est vraiment bizarre parce que ben voilà, normalement, Carouge aurait dû prendre un coup sur la tête et paradoxalement, c'est nous qui l'avons pris. Et je dirais même que depuis le rouge, on a été catastrophique, quoi. Enfin, brouillon. J'ai senti une équipe apeurée, complètement perdue, absente. Ouais, c'est vraiment dur à décrire. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est c'est presque inquiétant parce que finalement, ben, malgré une première mi-temps un peu compliquée, on arrive à revenir au score sur un cadeau. Il y a ce carton rouge, on se dit que les planètes s'alignent, et ben non, finalement non. Donc, ça a été une fin de match, ouais, chaotique. Ouais, c'est compliqué, mais je crois que cette dernière demi-heure traduit, on va dire, la crise qu'on est en train de traverser parce que je crois qu'il faut qu'on emploie les mots justes et je crois qu'il faut qu'on Mmh. parle de crise. Et Mmh. puis ce but de Felder, le défenseur, central, il tombe à la 63e minute et il tombe, très logiquement comme un fruit mûr pour reprendre les bonnes vieilles expressions, chères à nos parents et nos grands-parents. Sur une action sur une action, qui est un peu à l'image de celle de la première mi-temps. Elle commence par des erreurs de placement et d'agressivité défensive et elle se termine par une petite malchance. Le ballon transite par Alves qui sert Correa, qui reçoit le ballon en fait, 3 mètres plein axe devant la ligne des 16 mètres. Il n'a pas un joueur à moins de 2 mètres. C'est juste pas possible de recevoir le ballon dans cette zone-là. Il a le temps de contrôler, de se retourner, de délivrer une superbe passe. Hein. On va pas lui enlever le mérite de sa passe décisive à Correa, qui malheureusement rebondit sur le talon gauche de Kenan Fatkic, qui remet le ballon dans la course de Felder, qui se présente seul. Alors, messieurs, j'ai pas envie d'être méchant, mais quand on joue quand Carouge joue à 10 contre 11 et qu'on se prend un but par le défenseur central qui reçoit le ballon seul dans les 8-10 mètres devant le gardien, il y a quand même quelque chose à dire. Si ça avait été Correa, Simbakoli ou Sestito qui avait reçu ce ballon-là, mais non, c'est le défenseur central qui est monté, qui a suivi son action après un corner, en fait. Il est resté aux avant-postes, et bien, lui en a pris, hein, mais il n'avait pas d'agressivité sur le porteur du ballon, que ce soit Alves ou Correa ou finalement Felder à la conclusion. Il n'y a aucune agressivité sur le porteur du ballon. Et Omer Agic, comme sur le premier but, peut rien faire. Omer Agic, il a fait son match. Hein, on peut vraiment rien lui reprocher quoi que ce soit, je trouve, sur ce match de vendredi. Mais là, sur ce but, il est livré à lui-même. Et puis, c'est le genre de but qu'on aurait dû marquer nous, mais voilà, c'est l'adversaire qui le match. Et là, on va pas se cacher, je sais pas si les joueurs y croyaient, j'espère que les joueurs y croyaient, mais nous, on était déjà passablement négatifs à ce moment-là, au moment où Carouge marque le 2-1, messieurs. Ouais, Baram, je te laisse pour une fois l'honneur. Oui, bah, oui, effectivement, à moins d'un fait de jeu, je pense qu'on n'aurait pas, au fait, égalisé parce que c'est une équipe qui doute, qui a peu de ressources mentales. Aussi une chose, je pense qu'il faut qu'on mette en avant, c'est que dans cette équipe, j'ai de la peine à voir qui sont, les leaders. J'ai l'impression qu'il y en a pas. Normalement, quand le bateau tangue, il y a toujours, 2-3 joueurs qui sont les derniers samouraïs, au fait, à mourir, mais là, je les vois pas et j'ai l'impression que voilà, c'est une équipe en dépression et la moindre secousse, la moindre banicroche, et ben on coule. Et puis, à moins que le gardien nous aurait refait un cadeau, ou Mmh. alors, je sais pas, une frappe déviée improbable, mais effectivement, quand Carouge met ce deuxième but, on avait vraiment l'impression que ça sentait le sapin Ouais. et les saucisses grillées, pour faire un petit clin d'œil. Non, effectivement. Alors, Diallo, il a commis une erreur sur ce match qui lui a coûté un but, mais il s'est magnifiquement repris. Il a eu une intervention pas simple hein, sur un très beau tir de Hussein Touati à la 82e qui aurait pu être synonyme d'égalisation. Mais voilà, le gardien carougeois
était présent. Alors, je vais revenir sur ce que tu disais, Varane, à moins d'un fait de jeu, on n'aurait pas pu égaliser. Les faits de jeu, j'ai envie de dire, messieurs, on doit les provoquer. C'est quoi les quand une équipe est en difficulté, à construire du jeu, à construire des actions, qu'est-ce qui peut arriver comme fait de jeu, Tu pensais à quoi, Varane, en disant, les faits de jeu? Bah, ça peut être une frappe déviée, ça peut être un C'est ça. corner, ça peut être quoi? Ça peut être tout d'un coup un défenseur adverse qui se trouve, qui glisse, ça peut être tout d'un coup le gardien qui se trouve sur une frappe, anodine. Enfin, ça peut être plein de choses, quoi. En fait, un fait de jeu, pour Mmh. moi, c'est une erreur adverse assez grosse, comme sur le premier but, quoi. Mais c'est vrai que, on va dire, une occasion construite, je nous voyais mal égaliser sur vraiment une action propre, quoi, parce qu'on avait vraiment, vraiment de la peine, quoi. Mmh. Alors effectivement, moi je pense, si tu dis ça peut être une frappe, machin, je pense à une action autour de la 70e minute, on en a parlé Osvaldo pendant le direct, c'est Jessé Autier qui est seul, enfin qui reçoit un centre et qui est seul, hein, au moment où il reçoit le ballon. Alors il y a quand même des défenseurs qui sont un peu placés, mais ils sont pas au pressing pour le déranger et là, je pense qu'un attaquant en confiance, il frappe direct. Il frappe direct. Alors, il peut tirer à côté, le gardien peut faire l'arrêt, mais il y avait la place pour frapper directement, pour surprendre justement cette Mmh. défense et ce gardien. Et là, il choisit de contrôler. Et qu'est-ce qui se passe dans une phase de jeu comme ça? Quand on contrôle, eh ben, si la défense en face, elle est à son affaire, elle revient et son tir s'est fait contrer. On a eu plusieurs occasions comme ça de tenter des frappes un petit peu soudaines, un peu inattendues, et on ne les prend pas, on ne les prend pas, et du coup l'adversaire revient contre, ou alors on offre un arrêt plus ou moins facile, plus facile au gardien. Ça, c'est les premiers types de faits de jeu. Ensuite, les corners, les balles arrêtées, on va ouvrir le chapitre, messieurs, mais globalement, les balles arrêtées, elles ont été très mal négociées. Je pense surtout aux balles arrêtées à la 95e minute de jeu. Bon sang, mais Alors pourquoi on ouais. va tirer un corner à 2 alors qu'on a notre gardien qui mesure 1,98 m, on a nos défenseurs centraux qui font plus d'1,85 m, qui sont dans les 5 mètres, prêts à reprendre le ballon de la tête? Bon sang. Sur cet aspect des balles arrêtées, pour ceux qui ont vu pour les auditeurs qui ont vu l'interview d'Anthony Brezel après match qu'on a réalisé, Oui. je suis quand même un tantinet rassuré, même si franchement, d'un autre côté, s'il m'avait dit que c'était une de ses consignes, ça m'aurait fait peur. Mais je suis quand même rassuré de voir que ça ne fait pas partie d'un schéma de travail à l'entraînement et qu'à la base, lui met tout de suite ça sur l'axe de la trop grande gentillesse de ses joueurs. Et ça, je suis quand même rassuré de me dire, parce que ce genre de questions, des fois, ça Ouais, et je peut. trouve qu'il a été gentil en disant ça là, hein. Ouais. Non, mais il y en a qui, à sa place, aurait encore dribblé la question. Donc, Oui, c'est vrai. si on prend ça dans si on prend ça dans l'autre sens. Donc, moi, je suis quand même assez rassuré de me dire, ce n'est pas une consigne du coach, ce n'est pas un schéma qui a été travaillé à l'entraînement et que c'est quelque chose que le coach ne cautionne pas. Mais ça, c'est un truc, enfin, le pire, c'est que c'est quelque chose, on parle souvent et on a parlé, toi et moi, Mirko, pendant le match, Mmh. on a souvent utilisé ce terme d'intelligence de jeu. Alors, l'intelligence de jeu, il y a les pas de retrait, il y a les pas en avant pour le placement, etc., sur le terrain et tout. Mais il y a aussi le fait de dire, dans les moments clés d'un match, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'y prends? Et en vérité, dites-moi une équipe au monde qui se dit, t'es mené 2-1, t'es mené 3-2, t'es mené d'un but à la 90e minute, t'as un corner, tu vas le jouer en 2 temps. Qui fait ça? Qui fait ça? Moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui passe par la tête des joueurs qui se disent corner joué en 2 temps à la 90e minute. Mais balance-moi ce cuir dans les 16 mètres. Corner joue en 2 temps alors qu'il y a un défenseur qui est dans la zone qui doit pas dépasser. Ouais, Donc ça veut dire qu'au voilà. moment où Lentini reçoit le ballon, il est pressé, il peut même pas faire un centre Ouais, dans des bonnes ouais, conditions. Il est obligé de jouer le ouais. ballon en retrait. Enfin, et d'autant plus quand le gardien il monte à ce moment-là. C'est logique que Meragic il monte. Qu'on perde 3-1 ou 2-1 à ce moment-là, ça a plus Mm, d'importance. L'objectif, c'est de tenter de marquer ce but égalisateur. Là, c'est tout le mhm. monde dans les 5 mètres. C'est centre, ballon qui doit arriver dans les 5 mètres. On espère que c'est un Samaxien qui reprend, un cafouillage, un pied qui traîne. On cherche le but dégueulasse. Là, on va pas chercher la lucarne à 30 mètres. Mais là,
Enfin, vraiment, enfin, on a l'impression qu'on s'est pas donné les chances d'égaliser de par nos choix, de par nos choix. On peut même pas te Mhm. dire sur cette dernière demi-heure, Carouge a sorti le match, la demi-heure défensive référence. Ils ont Non. pratiquement pas été mis en difficulté. Il y a eu cette super frappe de Toiti qui doit plus à la classe, on va dire, individuelle et aux qualités techniques du Sain Toiti et derrière à l'arrêt de Diallo qui a une action bien construite. On avait beaucoup de peine à dédoubler sur les côtés. Et quand on arrivait à se créer des occasions, des choses un peu dangereuses, le centre, il partait aux fraises. Je m'excuse du terme, mais il Mhm. y a eu des centres qui sont partis directement derrière la ligne de touche. Mhm. C'est juste pas, on peut pas espérer marquer des buts comme ça. C'est pas, c'est pas possible. Non, Ouais. messieurs, on va utiliser les mots, des mots respectueux, mais des mots qui décrivent justement la situation. On était très loin de l'égalisation dans cette dernière demi-heure de jeu. Très loin. C'est clair. C'est clair. Non, mais Varane, t'es sans voix. Oui, bah, effectivement, mais je crois que ça revient justement à ce manque de leadership dans l'équipe. C'est qu'au bout d'un moment, ben, on n'est pas là pour faire des calculs ou jouer comme des virtuoses. Au bout d'un moment, ben, le temps presse. Si on marque du genou, ben, on marque du genou, mais il faut y aller, quoi. Et malheureusement, dans cette équipe, il manque de la malice. Il manque un peu de roublardise, mais dans le bon sens du terme, quoi. Voilà. Typiquement, ces corners joués à deux, non, là, il faut mettre dans la boîte, il faut espérer un rebond. Enfin, Mhm, voilà, il faut un peu jouer kick and rush à l'ancienne année 60. Enfin, voilà, il faut y aller, on peut plus calculer. Maintenant, il faut prendre ce point, quoi. Et malheureusement, ça ne se fait pas. Et je crois que ça a été dit et redit. On a une équipe de bons gars, mais dans le sport de bon niveau, les bons gars, c'est pas leur place, c'est pas là, quoi. Il On faut, a une équipe, on a une équipe de trop bons gars par rapport à l'exigence de haut niveau. Voilà. mhm, mais c'est ça, Si c'est on le que résume en une phrase. c'est ça, et c'est que ceux qui te font gagner les matchs, ben justement, c'est pas vraiment les bons gars, c'est plutôt les bad boys, mais dans le bon sens du terme. Or, dans Ouais. cette équipe, il y en a pas, et c'est un manque. Et typiquement, quand le bateau tangue, quand on est en pleine tempête, ben c'est ces mecs qui te font gagner des points. Et malheureusement, dans notre effectif, on n'en a pas. mhm. Ça se voit pas, en tout cas depuis plusieurs matchs. C'est surtout ça qu'il faut dire, c'est qu'on a l'impression que l'équipe subit comme nous les circonstances négatives du match sans vraiment Mhm. essayer de se révolter, inverser le cours du jeu. Ouais, c'est vraiment énervant. Et dans le pressing, j'ai eu l'impression, par exemple, si on reprend ce chapitre-là, que soit l'équipe adverse passe, mais quand on les arrêtait fautivement. On n'arrivait Mhm. quasiment jamais à annihiler une attaque adverse sans commettre une faute. Et ça, c'est pas possible, c'est pas possible non plus. C'était pas un mauvais match. On n'a pas fait des fautes dégueulasses, si vous me passez l'expression, d'anti-jeu ou autre, mais c'est quand même des petites fautes qui pour arrêter l'adversaire. On est obligé d'avoir de l'agressivité qui dépasse la saine agressivité. C'est l'agressivité fautive pour arrêter une action. Quand on doit Mhm. utiliser une agressivité fautive pour arrêter les actions adverses, c'est pas bon en général. C'est pas bon. Ouais. C'est pas bon pour inverser la dynamique d'un match. C'est des facteurs qui augmentent la frustration parce qu'après, on va se dire, mais oh, l'arbitre, il n'arrête pas de siffler contre nous. Honnêtement, Osvaldo Varane, je pense que les fautes que Xamax a commises, je prends les chiffres là, il y en a 17 à 9 sur les 17, je pense qu'il y en a au minimum 15 qui sont totalement justifiés, qui sont indiscutables comme faute. Mhm. On peut absolument pas remettre en question l'arbitrage ce vendredi qui a été excellent hein, dans les deux sens, je trouve. Il a sifflé tout juste, à mon avis. Il n'y a pas eu de décision du tout litigieuse. Il faut aussi le dire hein, quand c'est le cas. Mais voilà, et régulièrement, hein, c'est 2 statistiques qui me frappent beaucoup, c'est on est régulièrement dominé dans la possession de balle et on est régulièrement aussi dominateur, mais dans le mauvais sens du terme par rapport au nombre de fautes commises. Alors là, la possession, elle a été de 51 finalement pour Carouge et 49, mais c'est parce qu'on a joué une demi-heure
en supériorité numérique et qu'on a quand même, on va dire, dans les 20-25 dernières minutes, quasiment que nous la possession de balle. Je pense que si on avait arrêté la possession de balle autour de la 70e, on aurait plus été à entre 65 et 70 pour Carouge et 35-30 pour Xamax. Mais même comme on n'a pas réussi à reprendre plus la possession de balle qu'eux. Mais c'est deux statistiques dans lesquelles on est régulièrement mangé par nos adversaires. C'est pas que Étoile Carouge qui est une équipe qui aime posséder le ballon. C'était aussi le Mm. cas contre Ville et contre le Slow. Le Slow, c'était même pire. Je crois qu'on a fini le match avec 30% de possession de balle à domicile. Ouais, 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 t'es au Donc, 35%. Non, c'est ça que ouais. j'ai en tête. Ouais. Voilà, c'est pas. Je vous propose qu'on garde un petit peu pour le briefing de Vaduz, pour parler du prochain match aussi. Et puis, on va passer gentiment à la prochaine rubrique pour se mettre un petit peu pour se mettre nous et puis aussi pour mettre à nos auditeurs un petit peu de baume au cœur. Vous êtes d'accord, messieurs? Vous avez encore un mot de la fin pour ce match? Quelque chose à dire? Non, c'est tout bon. Ok, Moi, c'est tout bon pour moi aussi. ok, très bien. Alors, on passe à la rubrique suivante. Voilà, comme je vous l'ai dit dans l'intro, ce soir, on va se replonger dans un match de légende et ce soir, on va se replonger dans une bonne ambiance de Coupe de Suisse. Et ce soir, petite surprise, c'est pas moi qui vais animer cette rubrique, c'est Osvaldo qui va nous parler d'un certain match contre les BSC Young Boys. Effectivement. Alors en fait, pour revenir à la genèse un petit peu de cette idée en deux mots, c'est qu'en fait c'est un match que en fait, je m'en suis rendu compte à quel point il a marqué les supporters de Xamax en parlant avec pas mal d'amis supporters de Xamax à la Maladière. Les auditeurs le savent peut-être, je suis à l'aube de mes 30 ans, donc j'ai pas l'expérience de Xamax que vous avez, que ce soit toi, Varam, ou toi, Mirko. Donc, les souvenirs sont un peu plus en plein dans les années 2000, mais ça, c'est un match qui a marqué les esprits, qui a marqué les esprits et pour de sûr, et sur un sondage que j'ai pas fait seulement sur une ou deux personnes, mais plus sur 10 ou 20 personnes. On va donc revenir le 16 décembre 2007. Le 16 décembre 2007, Xamax affronte Young Boys en quart de finale de la Coupe de Suisse dans le nouveau stade de la Maladière qui a à peine même pas une année d'existence il a été inauguré en février 2007. Et le Xamax de Bernasconi est néo-promu en Super League cette année-là, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Si on se concentre uniquement sur le parcours récent, le parcours pour arriver à ces quarts de finale, Xamax a éliminé le Mont-sur-Lausanne en 32e de finale par une victoire de 2-0, le Racing Club Genève en 16e de finale par une victoire 5-2, et Chafouz en 8e de finale par une victoire par 1-0. La marche en quart de finale, si je vous donne ce parcours, c'est aussi pour dire que la marche est autrement plus, plus, plus compliquée en quart de finale parce que Young Boys, c'est pas le Mont-sur-Lausanne, c'est pas le Racing Club Genève, c'est pas Chafouz. Les compositions d'équipe, parce que alors ça m'a mis un sacré coup de vintage. Xamax se présente avec dans les buts Pascal Souberbulaire, une défense à 4, Jenny, Bell, Queno, Tiernoba. Un milieu composé de Nuzzolo, Richmonrak, Everson et Slikovic. Et un duo d'attaque, Matar Colli, Julio Hernan Rossi. Notre entraîneur à l'époque était Gérard Castella. Du côté des Young Boys, Marco Wolfli au goal, avec une défense composée de Schwegler, Zayate, euh, Portillo et Kallio. Un milieu, une ligne médiane composée de Carlos Varela, Xavier Strasser, Thierry Dubail et Mario Raimondi. Et un duo d'attaque composé d'Akanyakin et Thomas Eberly. L'entraîneur à l'époque est Martin Andermatt. Un froid glacial, vous l'imaginez bien, circule dans le stade de la Maladière pour ce quart de finale, car un 16 décembre 2007, à l'époque où on a encore les saisons qui sont bien définies, ne peut être qu'un jour de froid glacial. Et Xamax démarre mieux la rencontre que son adversaire. Sur un coup franc de Slikovic, une déviation de la tête aboutit clairement sur la main d'Eberly dans la surface, mais l'arbitre ne désigne pas la sanction suprême, ne siffle pas penalty. Corner de Slikovic, repris de la tête par Everson juste à côté. Everson qui va être l'un des meilleurs Xamaxiens lors de cette première mi-temps et même dans ce match-là. Et juste avant la mi-temps,
Monsieur Regala, l'arbitre de la rencontre, va finir par accorder un penalty, plus que justifié à Xamax, sur un crochet Nuzzolo enrhume Caio, qui laisse traîner son pied. Rossi envoie le ballon dans la lucarne gauche, ce qui nous donne un avantage de 1-0 dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et c'est sur ce score qu'on atteint la pause. Alors à ce stade, j'ai une question à vous poser, messieurs. Mirko et Varam, est-ce que vous étiez au stade? Est-ce que vous étiez devant votre poste de télé cet après-midi-là? Ou est-ce que pas du tout? Alors moi, j'étais au stade, ouais. Et Varam? Ouais. Moi, j'étais au stade aussi, secteur D4, je me rappelle très bien, ouais. Et puis les impressions générales au moment de ce penalty transformé par Rossi juste avant la mi-temps, soulagé mais un petit peu de se dire il y a encore un sacré bout de chemin à parcourir pour arriver à ces demi-finales. Ben oui, c'est la fin de la première mi-temps, il y a encore une mi-temps à jouer, c'est IB en face, donc oui, je suis soulagé parce que je trouve que l'avantage il est mérité. On a été la meilleure équipe sur le terrain en soi, mais ouais, rien n'est fait, quoi. Je suis pas non plus à fêter déjà la qualification à ce moment-là, Varam? personnellement. Bah, disons que à ce moment-là, surtout que la physionomie du match, on sent que l'exploit est au fait possible, hein, parce qu'on est néo-promu, en face c'est quand même un gros morceau. Donc on se dit que on peut peut-être passer une soirée mémorable et surtout enfin, d'avoir son ticket pour les demi-finales, hein, si je dis pas des Ouais, bêtises, hein. c'est exactement ça. Ouais, On était en quart de finale à c'est l'époque, ouais, ça, ouais. effectivement. Mhm. Mais c'est finalement moi ce qui m'intéresse pour la sensation vu du stade, c'est finalement à quel point est-ce que vous vous retrouviez finalement surpris par cette performance des Neuchâtelois à l'époque, en sachant, on va y revenir après, en sachant le classement final de ces deux équipes et puis le standing d'IB, parce que quand on regarde l'équipe, il y a ça, et puis j'ai une question aussi après sur les 11 titulaires, mais quand on voit l'équipe, c'est quand même une équipe qui est supposée nous être largement, enfin, relativement supérieur. Vous vous retrouvez surpris en bien à la fin de cette première mi-temps. Vous vous attendiez à un début de match pareil? F Oui et non. Oui, oui, parce que, bah, on est quand même sur notre pelouse et puis, enfin, à ce stade-là, alors même si Young Boys était mieux classés que nous, hein, ils étaient sauf erreur dans le trio de tête, au moment du match, on faisait un début de saison, qui était correct pour une équipe, néo-promue, hein, faut le rappeler. On remontait de Challenge League, hein, la saison d'avant et on était dans le ventre mou. Je crois on était 5 ou sixième du classement à ce moment-là, donc on faisait quand même quelques bonnes perfs. On avait gagné à Bâle le week-end d'avant, si je me trompe pas. Donc ouais, je suis allé regarder, hein, oui, oui, c'est ça, on avait gagné à Bâle le week-end d'avant. Donc quand tu vas gagner à Bâle, c'était le grand Bâle à ce moment-là, tu te dis que voilà, l'exploit est possible à domicile contre Young Boys. Après, Young Boys, même si c'est pas le rouleau compresseur qu'on connaît aujourd'hui, ben, tu l'as dit, il y a quand même des grands noms du foot suisse, quoi. Eberli, Barella, Portillo, Bölfli, Schwegler, Horststrasser, Yakin. C'est quand même voilà, des joueurs qui ont marqué le championnat suisse. Donc, on n'était pas non plus complètement serein en soi. Mmh. Moi, je dois vous avouer que ça m'a mis parce que je me suis aidé particulièrement d'un résumé vidéo que j'ai trouvé par une pure recherche Google cette semaine et en vérité, j'étais surpris et ça me montre à quel point, même avec la mémoire, il y a des choses qui s'effacent. C'est le choc de me dire le face-à-face des gardiens ce jour-là, c'était Zuber contre Wolfi. Et ça m'a fait me rendre compte à quel point on est en arrière dans le temps et à quel point ça remonte quand même pour dire que c'est 2007, que c'est décembre 2007, parce qu'on se dit déjà Zuber à Xamax, ça date pas exactement d'hier. Non. Et même quand on voit les joueurs qui composent cette équipe, je veux dire même du côté de Xamax, hein, on prend Richemont Rack, Alexandre Queno et ces joueurs, Slikovic, c'est pas non plus, il n'était pas là hier. Donc moi, ça m'a mis le premier choc, ça a été
de redécouvrir et de réanalyser les compositions d'équipe en fait de ce match. C'est que je me suis dit, Andermatt à Young Boys, alors je savais qu'il était passé par Arrow, mais son passage à IB, personnellement, je l'avais complètement oublié. Donc c'est quelque chose d'assez fou pour la mémoire en fait qu'on a du foot, même quand elle est biblique. Si je passe donc sur la deuxième mi-temps, Xamax, vous avez raison de me dire ça, les gars, avant, c'est de dire il reste 45 minutes de jeu, c'est que Xamax va beaucoup plus subir en deuxième mi-temps la loi de Young Boys. Et, et à la 78e minute, IB va égaliser, alors que Yakin réussit à se tourner aux abords des 16 mètres de Châtelois, il va trouver Regazzoni, qui envoie une frappe croisée ratère du pied gauche qui laisse Zuber-Müller sans réaction. En voyant le ralenti, on peut penser qu'il est également un peu masqué au début du tir, mais c'est une frappe sèche qui, à un gros quart d'heure de la fin, donne l'égalisation à IB. À ce moment-là, si vous vous remettez au moment du match, on se dit le favori va passer l'épaule ou on y croit encore avec la deuxième mi-temps qu'était en train de réaliser Young Boys, les gars. Ben, on y croit un petit peu moins au moment de l'égalisation, hein. C'est vrai que IB, ils avaient été largement dominateurs la deuxième mi-temps et puis ils avaient été, je dirais, logiquement récompensés par l'égalisation. Et à ce moment-là, on se dit, voilà, le momentum, comme disaient quand même dire les hockeyeurs, est passé de leur côté. Ils ont encore le temps pour passer l'épaule. Donc, ouais, ça avait jeté un gros coup de froid dans le stade. Varane? Oui, donc effectivement, donc c'était un peu, c'était une grosse clim, hein, comme on dit maintenant, parce que IB avait vraiment mis le pied sur l'accélérateur et voilà, c'était une équipe qui déjà à l'époque avait une grosse qualité. Il y avait énormément de joueurs très 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 doués, hein, Varela, Yakin, Regazzoni, et j'en passe. Puis effectivement, je crois qu'en plus c'est à la 77e, je crois. Donc 78e, on se ouais. dit 78e minute, voilà, ouais. ouais. Donc on se dit que ouais, les choses se compliquent, mais en même temps, la coupe, ce qui est beau, c'est que tout se joue sur un match. Donc tout est possible. Et puis, typiquement, Xamax, dans ce genre de match de gala, de grande soirée, arrive souvent à se transcender. Donc, malgré le fait que les choses se corsent, on se dit que l'exploit reste encore possible, même si à ce moment-là, il sera évidemment de beaucoup plus dur de le faire, mais on y croit quand même. Exactement. Et je profite de la suite du débrief parce que maintenant on va rentrer dans le money time un petit peu de ce match et puis dans le moment du match surtout où les choix des entraîneurs et les changements des entraîneurs ont eu leur importance. Et de ce point de vue-là, je veux d'abord tirer un coup de chapeau à Gérard Castella sur cette rencontre parce que si on prend le but du 2-1 de Xamax qui intervient à la 88e minute, donc sur un long coup franc d'Everson, Merenda, qui est rentré en jeu à la 82e minute à la place de Matarcoli, vient gêner la sortie de Wulfli. Et c'est Rack qui reprend de la tête dans le but vide à la 88e. À l'époque, Xamax était déjà spécialiste pour marquer dans les dernières minutes des buts qu'on pensait être de la victoire et prendre également des égalisations dans les arrêts de jeu un peu dans des délais extrêmement courts. Est-ce que cette pensée vous a traversé, messieurs, à ce moment-là, au moment du but du 2-1 de Richemont Rack? Je sais, c'est vieux, je me souviens plus exactement comment j'ai réagi, mais il me semble que c'était quand même, la joie, quoi. Quand tu marques un but comme ça, dans les dernières minutes, tu te dis: «Ouais, c'est bon, quoi». 88e minute, il reste que quelques minutes, d'arrêt de jeu, donc non, au moment où Rack marque, je crois que je me dis: «Ah, trop bien, on va passer, on va réussir», quoi. J'étais pas en train de me dire: «Aïe, aïe, aïe, il reste encore le temps à IB pour égaliser». C'était la joie qui prédominait, il me semble, Mhm. Maram. que l'explosion. Oui, c'était une grosse joie, d'autant plus que je me rappelle très bien que ce jour-là, il faisait très très froid, donc là, Ouais. on s'est réchauffé. Et puis,
Également, il faut souligner que ce genre de but, Xamax marque rarement ce genre de but à un peu de raccro à la Suisse allemande, une longue balle, une déviation. Et voilà, donc on a marqué sur un peu une action un peu confuse. Donc c'est vrai que ça nous arrive rarement. Donc là, à ce moment-là, on se dit que c'est quasiment bon, hein, même si il reste 5 minutes à jouer. On se dit que les choses, enfin voilà, que Xamax va tenir et que finalement le match va se finir sur ce score de 2 buts à 1. Mmh. Mhm. Et ben justement, mes chers auditeurs plus jeunes qui n'étaient peut-être même pas au stade ce jour-là ou qui n'ont peut-être pas, qui n'avaient même pas mon âge pour voir ce match-là, vous vous dites que c'est le but de la victoire? Eh bien non. Eh ben non. 91e minute, corner d'Akaniakin, joué à l'oreille des 16 mètres pour Marco Schnebly, entré 2 minutes plus tôt à la place de Schwegler. Donc là aussi, coup de chapeau à Martin Andermatt pour l'idée de faire sortir ce défenseur pour faire rentrer Schnebly. Et le Fribourgeois qui envoie un missile que Zuberbuehler ne peut qu'accompagner au fond des filets. On part en prolongation. Euh, il y avait l'égalisation à un partout à la 78e minute. Est-ce que sur cette égalisation-là, vous vous dites, les gars, c'est le classique favori qui va finir par passer en prolongation et le rêve va pour de bon se terminer. Parce qu'une égalisation, c'est une chose. But à la 88e minute qu'on pense être de la victoire, c'en est une autre. Égalisation à la 91e minute alors qu'on tenait une qualification, c'est encore une dimension supplémentaire. Ouais, j'aimerais juste avant ça faire un petit clin d'œil à Marco Schnövli Mm. parce que là, il nous a fait très mal sur cette action-là. Alors finalement, sans conséquence puisqu'on a passé l'épaule. Et je pense qu'il était très loin de s'imaginer que quelque chose comme 12 ans plus tard, il allait rater une montagne du côté du Brugli-Feld qui, qui allait nous maintenir en Super League. Voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil-là, du coup, à Marco Oui, Schnöbli. oui. Il nous a fait Oui, mal en oui. 2007, mais il nous a fait beaucoup de bonheur en 2019, du coup. Ouais, puis même c'est un mal passager puisqu'au final la fin est Ouais. heureuse pour nous, donc c'est même pas. Mais oui, à ce moment-là, 91e minute, la prolongation qui approche, les gars, là Non, non, on alors là, moi, commence. à ce moment-là, je me dis, c'est foutu. IB, Voilà. ils vont passer l'épaule en prolongation ou pire, au tir au but. Mais je me Mhm. dis, non, on a laissé passer notre chance, clairement. Et puis Varane. Comme Mirko, hein, malheureusement c'est un peu la douche froide. L'impensable s'est produit et puis là on se dit évidemment c'est comme d'hab, on va se faire avoir. On avait vu la qualif et puis pour une histoire de 2-3 minutes elle nous passe sous le nez, donc effectivement l'ambiance dans les tribunes était assez morose. Mhm. On attaque donc la prolongation. Et puis il y a eu plein de matchs en prolongation dans l'histoire du foot où on a vu deux équipes attendre les tirs au but. Ce n'est pas du tout le cas de ces deux équipes ce jour-là, puisque les deux formations cherchent le chaos et se rendent coup pour coup dans ces prolongations. Mais bien heureusement pour nous, c'est Xamax qui va prendre les devants définitivement. Là, de nouveau coup de chapeau à Gérard Castella sur un centre de langue qui était entré à la 82e minute à la place de Stinkovic. Le Jurassien trouve la tête de Chiab entré à la 89e minute à la place de Rossi, qui place son ballon sous la barre transversale devant le cop neuchâtelois en délire alors qu'on joue la 110e minute. But de la victoire, tu nous as dit avant, Varam, que tu étais dans le secteur des 4. Donc, je commence par toi, pour une fois, dans les réactions. Euh, le COP, à ce moment-là, tu l'as senti, enfin, tu finis par terre, tu finis sous une pluie de bière, c'est comment? Oui, alors c'était à peu près ça et je me rappelle que Ah, il était en slip, que Varane, je me souviens, je l'ai vu. ouais, voilà, ouais, j'avais le slip sur la tête, quoi. Non, non, mais j'ai fini carrément sur la barrière. Donc, non, 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 c'était très, très chaud. Je me rappelle avoir sauté 4 marches. C'est grosse, grosse marche, finir sur la barrière. Donc, non, non, c'était un moment fantastique et je me revois encore sauter sur cette barrière. Donc, non, là, c'est vraiment l'explosion. Et puis là,
je sais pas pourquoi, même s'il reste 10 minutes, on se dit que c'est bon, qu'on l'a fait, le plus dur est fait. Puis là, c'est vraiment une sensation incroyable où on est en train de se dire bah, qu'on est en train de sortir un gros et qu'on va se retrouver en demi-finale de cette coupe et qu'on se dit que finalement, ben, c'est peut-être la bonne, quoi. Voilà, Mhm, même si mhm. malheureusement il y aura une grosse déception, mais non, non, là c'est vraiment un moment de joie fantastique. Je vais y venir après à la déception, mais Mirko, ton sentiment depuis le Alors secteur moi, C, parce que j'imagine que tu étais en C, hein, toi. ouais, moi je me suis levé de mon siège et j'ai applaudi. Voilà. Ok, Non, 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 d'accord. on était aussi en délire, quoi. Sur le moment, tu penses pas du tout au fait qu'il reste encore 10 minutes, et surtout sur les circonstances. Et puis aussi, à titre personnel, Tariq Chiab, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié lors de son passage à Neuchâtel. Je l'appréciais déjà avant quand il jouait chez nos adversaires, hein. Il a joué d'abord pas mal du côté de Zurich, que ce soit au FCZ, et puis ensuite à Getse avant de poser ses valises à Sion. Je crois que ça s'est fait dans cet ordre-là. Et j'ai toujours beaucoup aimé les qualités de ce joueur, que ce soit sur le terrain ou son intelligence de jeu. Et dans les interviews, je l'aimais beaucoup. Il aurait dû être titulaire, hein, normalement, lors de ce match. Il l'avait été lors des autres matchs, mais je crois il était légèrement blessé. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas rentré en début de match. Donc de le voir en plus marquer lui, le but de la victoire, c'était assez sympa, franchement. Ouais, pour vous dire, les gars, ce jour-là, alors je vous dis, j'étais trop jeune pour aller régulièrement au stade, mais j'étais devant ma télé et je peux vous assurer que le souvenir que j'ai, c'est que je sentais l'ambiance de ce stade jusque dans mon salon. Moi, franchement, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit, on était en train de claquer des dents, à la fois en train de vibrer comme des fous et à la fois en train de claquer les dents pour le froid de canard qui faisait dans ce stade ce jour-là. Mais si j'ai choisi aujourd'hui de parler de ce match, c'est pas par hasard, c'est parce que je sais que c'est quand même une rencontre qui a marqué les esprits et qui reste dans les mémoires de beaucoup et on n'est pas prêt de l'oublier. La dernière sueur froide pour parler du match en soi, c'est pour les supporters Xamaxien en fin de match. C'est Tsubi qui détourne un tir violent de Eberly en corner en admonestant ses coéquipiers en leur disant de rester concentrés parce qu'il reste encore quelques secondes. Mais fort heureusement que Xamax va tenir bon et va se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, où il sera éliminé par l'AC Bellinzone. Sans faire une demi-heure de débrief de Bellinzone Xamax de la Coupe de Suisse de 2008, moi, je me rappelle être tombé du 36e dessous, les gars. Quand j'ai su ce résultat-là et quand j'ai su on avait sorti IB pour aller se faire sortir au péno contre Bellinzone. Après, je pense que la finale contre Bâle, on aurait fini par la perdre, hein, très honnêtement, parce que Oui, IB n'est pas Bâle dans ces années-là et que finalement, Young Boys a été assez aussi un client assez régulier de ces éliminations précaires en coupe. Moi, j'en ai vécu au stade des bien pires, hein, quand ils ont pris la raclée, notamment au Mont. Mais le choc tu viens de sortir Young Boys et tu sors contre Bellinzone et tu te fais éliminer par Bellinzone, ça a provoqué quoi dans vos têtes? pas grand-chose dans le sens où, enfin oui, non, on était déçus évidemment, mais ces déplacements au Tessin, c'est toujours compliqué, hein, quand même. Déjà, quand il fallait aller jouer en championnat, c'était chaud. Et alors en plus dans la Coupe de Suisse, plus ça avance. Et puis il y a aussi le contexte, la Coupe de Suisse, elle s'étale sur plusieurs mois. Les quarts de finale s'étaient joués en décembre. Et puis Hmm. les demi-finales, c'était quoi? Fin Fin février, février. début mars. Ouais, Fin c'est ça. février. Fin février. C'est 2 mois de différence. Il peut y avoir la moitié de l'équipe qui est partie au mercato hivernal. Enfin, c'est plus les mêmes équipes. Donc, ouais, si le match s'était joué 4 jours après, j'aurais été super déçu. À ce moment-là, un petit peu moins, quoi, quand même. Varane. Bah, franchement, c'est l'une de mes plus grandes désillusions en tant que supporter xamaxien parce que
Je sais pas, c'était un peu la voie royale. Alors oui, alors après, c'était le grand bal en finale. On aurait certainement pris une rouste, on aurait pris une roue de vélo certainement, mais de Une de plus. perdre contre, De mais de perdre contre Bellinzone en demi-finale, en plus au tir au but. Non, mais c'était horrible, quoi. Mmh. Franchement, on se dit, mais on a vraiment gâché une occasion, quoi. Je sais pas, c'est comme un tennisman qui a 3 balles de match et qui finalement perd le match, quoi. C'est au fait horrible qu'on a. J'ai l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose parce qu'après, bah oui, on joue le grand bal. Oui, je me rappelle, il y avait Hugiel, Majstorovic, je crois vraiment c'était le gros bal. Mais après, en finale, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui, alors certainement, on en aurait pris 4, 5, 6, mais au moins d'arriver en finale puis de se donner la chance de pouvoir gagner et enfin Mmh. soulever cette coupe. Et là, vraiment, on s'est pris les pieds dans le tapis. C'est le traquenard typique dans ce Comunale. Enfin bref, je me rappelle, j'avais regardé ça. J'avais pas fait le déplacement, mais c'était horrible, quoi. J'étais ouais en pleine ouais, j'étais en décomposition totale parce que vraiment c'est vraiment une déception, mais horrible, quoi. Horrible, horrible. Ouais, c'est vraiment une amertume incroyable. Ce match m'a ouais je, je ressens encore c'est vraiment un match qui m'a vraiment fait affecter parce que j'y avais cru, j'avais vu cette finale contre Bâle et non, finalement pas. Et là, je pense qu'on est vraiment passé à côté de quelque chose de grand, quoi. Dommage. Ah, là où je te rejoins, Varam, c'est que sauf erreur de ma part, vu que Bâle avait cette année-là joué, ben, était champion de Suisse et jouait les qualifications pour la Ligue des Champions, une finale de Coupe de Suisse t'aurait assuré une participation aux qualifications pour la Coupe UEFA derrière. Et moi, c'est le genre de truc où je me dis, ben, là, t'as raté quand même une occasion. Alors, on sait très bien que ces déplacements au dessin sont des traquenards, on les dit chaque année. Mais c'est vrai aussi que c'est quand même pour moi, et j'en ai parlé ça aussi, j'en ai parlé avec des supporters qui ont fait le déplacement à Bellinzone et qui, en plus de ça, c'était un mercredi soir, si je dis pas de bêtises. Donc, en plus, ça veut dire que tu prends congé en plein milieu de semaine pour aller voir cette demi-finale de coupe, t'es supposé bosser même le lendemain et tu rentres du Tessin avec une élimination au tir au but. Euh, moi, c'est quand même, je trouve, une grosse rechute et un gros retour sur terre. Quand on sait en plus tout le contexte un peu le film à rebondissement qu'a donné ce quart de finale, parce qu'il y a les joueurs qui ont cru jusqu'au bout de pouvoir aller éliminer Young Boys, et il y a Castella qui a été, je le répète, prépondérant dans ces changements, parce que je me rendais pas compte que sur les 3 buts, il y avait quand même le buteur et le passeur décisif du 3-2 qui sont rentrés en cours de jeu, plus le joueur qui a provoqué la bourde du gardien sur le 2-1 et qui était également rentré en jeu. Donc, tout ça me fait dire, franchement, je peux comprendre que pour ceux qui ont suivi ce match à la télé à ce moment-là ou qui étaient au stade à Bellinzone derrière, il y a eu du mal, il y a eu du temps avant d'avaler la pilule parce que c'est assez terrible quand même. Après, on le vit dans d'autres proportions aujourd'hui, hein, en suivant que ça max, mais c'est vrai que c'est quand même assez hardcore. À noter également par rapport à il y a encore deux choses que je voulais vous dire par rapport à ce match. C'est qu'on est dans la saison où Xamax obtiendra une autre victoire mémorable contre les Bernois cette saison-là, le fameux 3-1 du Vangdorf du 2 mai 2008, avec le doublé de Colis. Et, euh, et que malgré cela, donc au classement final de la Super League, Young Boys a terminé cette année-là avec 29 points d'avance sur Xamax, qui finira huitième, puisque IB a fini avec 70 points, 4 points d'avance sur Bâle et Sofferer avec 14 points 4 points de retard sur Bâle et 14 Mmh. points d'avance sur Zurich et que Xamax a fini huitième de Super League cette année-là avec 41 points, avec une marge encore assez confortable sur le barrage. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est pour rappeler que la Coupe de Suisse, c'est 90 minutes, c'est un match et que ça fait aussi partie, moi, des grosses déceptions de ces dernières années avec Neuchâtel, c'est qu'on est systématiquement en train de subir. S'il y a des surprises, c'est nous qui les subissons.
Et puis quand on a la porte pour faire l'exploit, quand on a l'occasion de faire l'exploit, quand il est à portée de main, on le fait jamais. Et franchement, pour donner un clin d'œil, là aussi, tu as fait un clin d'œil par rapport à Marco Schnobli, Mirko tout à l'heure, j'aurais Mhm. tellement voulu revivre le même type d'émotion avec le 16e de finale de coupe contre IB la saison passée. Parce que ce match, quand il y a eu le tirage au sort, je l'ai attendu pendant des semaines. Et ça aurait été tellement beau dans un stade plein comme il l'était de pouvoir revivre ce type d'émotion. Et malheureusement, ben, ce soir-là, on a perdu 1-0 à la 91e minute. Mais c'est la coupe, c'est quelque chose d'à part. C'est 90 minutes à part, une parenthèse dans le championnat. Et c'est parce que c'est une compétition à élimination directe avec la prolongation et les pénaltys que ça procure les émotions que ça procure. Mhm. Je trouve, personnellement, c'est un point de vue totalement personnel, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Non, non, mais moi je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Je sais pas si Varane va se faire l'avocat du diable. Apparemment Non, pas. non, mais oui, non, non, mais c'est clair que cette Coupe de Suisse, elle manque, elle manque, elle manque. On l'a jamais gagnée. On est passé plusieurs fois tout près. Et c'est vrai que celle-ci, elle ferait du bien, et d'autant plus que si on la gagne, comme Matteo l'a dit, on finit européen. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui manque dans le palmarès du club. On a été champion suisse, mais celle-là, elle nous manque, elle nous manque, elle nous manque. Et quand on voit que Servette la gagne, que Sion l'a gagné, je sais pas combien, 14 fois, là, je sais pas quoi, et que nous, on n'arrive pas en fait à gagner cette coupe, c'est vraiment frustrant, quoi. Mhm. Totalement. Mhm. Voilà, Voilà, bah voilà. c'est une Bah, conclusion. C'est un match de légende, mais c'est une conclusion qui est un peu déprimante. On espérait vous faire sortir un petit peu du marasme de cette saison. Alors, c'est Paris à moitié gagné. C'était quand même un match, un beau souvenir, le match en lui-même. La conclusion de cette Coupe de Suisse a ah été non, mais décevante, mais le match en lui-même était vraiment incroyable. non, je vais vous révéler une question. Enfin, je vais vous révéler une question que je me suis posée en regardant le résumé. J'avais beau être adolescent à l'époque, je me suis réellement demandé en voyant les images, en voyant la qualité de l'image de l'époque, en voyant les joueurs qu'il y avait sur le terrain, je me suis réellement demandé si j'étais né à l'époque, si j'étais bien devant ma télé ce jour-là, parce que vraiment, ça m'a mis un coup de Trafalgar, hein, de revoir les images de ce match. Et on en a parlé en off avec Sam aussi, qui me disait, mais regarde comment on joue maintenant. Et c'est ça, il avait juste envie enfin, il m'a avoué en off qu'il avait juste envie de pleurer. J'étais pas loin de ça, franchement. Enfin, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de revoir ça. Sans aucun doute. Totalement. Voilà, ben merci beaucoup Osvaldo pour cette petite rubrique et j'espère qu'il y en appellera d'autres. On en profite pour vous solliciter un peu la communauté. Je pense que je vais aussi faire une story sur Instagram à l'occasion pour nous abreuver un peu de vos matchs de légende de Xamax. N'hésitez pas à nous faire quelques suggestions et c'est avec plaisir qu'on vous racontera ces matchs-là, sauf si vous nous demandez des matchs dans les années 60 ou 70, hein, là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, voire même dans les années 80. Là, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué pour nous d'en parler. On devra aller saisir des mémoires encore plus anciennes que la nôtre. Mais sinon, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on revivra déjà pour nous et ensuite aussi pour vous ces matchs de légende. Voilà, on Mhm. passe à la rubrique suivante. Voilà, qui dit épisode traditionnel dit retour des briefings du prochain match. Alors, c'est le FC Vaduz qui se déplacera de son Liechtenstein du côté de la Maladière vendredi prochain. Alors, quelques éléments chiffrés concernant le FC Vaduz, mais aussi un petit peu Xamax. Donc, le FC Vaduz, avec sa victoire aujourd'hui contre le FC Ville, occupe maintenant la quatrième place du classement à 32 points, donc soit 6 points de moins qu'Arrow barragiste et 10 quand même hein, déjà du FC Thun. Une première statistique intéressante, c'est que Vaduz est la pire équipe de la Ligue à l'extérieur. Ils n'ont engrangé que 8 points, une victoire et 5 matchs nuls pour 4 défaites.
Au niveau des buts marqués, ils en ont inscrit 29, donc ça les place au 7e rang de la ligue et ils ont pris 30 buts, ce qui les place au 5e rang de la ligue. Au niveau de la trend, ils restent sur une série de victoires, nulles, défaites et 2 victoires. Ce sont les 5 derniers matchs. La victoire étant le dernier match, hein. Et puis au niveau de leur top scoreur, alors le top scoreur, même s'il n'est pas le meilleur buteur, c'est une vieille connaissance, hein, c'est Dominique Schwitzer, 5 buts et 4 passes décisives. Fabrizio Cavegn a inscrit un but de plus, mais 2 passes décisives de moins. Donc 6 buts et 2 passes décisives. On a Mischa Eberhardt qui a déjà allumé la lampe, enfin non, c'est pas le terme, qui a déjà fait trembler les filets 4 fois pour une passe décisive. Et Jonathan Dedono qui a, lui, pour sa part, inscrit 4 buts. Alors, la bonne nouvelle, c'est que parmi les 2 des 4 des joueurs que je viens de citer, il y en a 2 qui seront pas là, à la Valadière. Alors un, c'est sûr, il ne sera pas là et c'est presque un soulagement, c'est Dominique Schwitzer, il sera suspendu. Il a pris aujourd'hui à la 95e minute, j'ai pas vu le contexte de ce carton jaune, mais il a pris son 4e carton jaune à la 5e minute, donc on va le remercier puisque grâce à ça, il sera suspendu. Donc on ne le verra pas, sur la pelouse de la Valadière. Et Jonathan Dedono était déjà blessé depuis le début d'année. Je ne sais pas la nature de sa blessure, j'ai pas trouvé l'information, mais c'est probable qu'il ne soit pas là non plus la semaine prochaine. Et il y aura un 3e absent du côté de Vaduz, assuré lui aussi. C'est Lars Traber, le latéral gauche, qui a lui aussi pris son 4e carton jaune, ou son 8e peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a pris un carton jaune synonyme de suspension pour lui. Côté Xamax, nos top scorers sont toujours les mêmes, plus ou moins avec les mêmes chiffres. Shelkim Demaçay, 7 buts, 5 passes décisives. Hussein Touati, 3 buts, 4 passes décisives. Pascal Onyekashi, 4 buts, 2 passes décisives. Et Koro Koné, 3 buts, 2 passes décisives. Au niveau des absents, alors 2 absents quasiment à coup sûr, c'est, enfin sûr même, c'est Michael Gonçalves, hein, qui, s'est malheureusement pour lui assez, grièvement blessé. Ça a pas été, communiqué dans la presse, je crois. Le club n'a pas fait de communication non plus, mais malheureusement, c'est 5 à 6 semaines d'absence pour Michael Gonçalves en lien avec une rupture du ligament intérieur du genou. Donc il sera absent contre Vaduz. Ismaël Sidibé va probablement aussi lui manquer le match. Anthony Breza nous a dit qu'il reprendrait l'entraînement la semaine prochaine, mais il sera probablement pas apte à être même sur le banc. Et puis, Koro Koné, je le mets avec un point d'interrogation. On ne sait pas s'il pourra disputer ce match ou pas. Apparemment, il est aussi lui en bonne voie de reprise, mais voilà, on ne sait pas trop. Et puis, malheureusement, une autre absence qui, elle, est assurée aussi, c'est celle de Fabio Saiz, qui a pris son 4e carton jaune, synonyme de suspension. Donc, messieurs, les faits intéressants, j'ai envie de dire, pour ce match, c'est un Vaduz qui voyage très mal, avec un côté gauche décimé, puisque les titulaires habituels, Trabert et Schwitzer, seront suspendus. Voilà, le décor est planté. À quel match vous vous attendez? Je m'attends à ce que Xamax, enfin, je m'accroche un petit peu, si je me suis accroché avant le match de Carouge la semaine dernière à la réaction d'orgueil, je m'accroche au fait des statistiques finalement de Vaduz hors de ses bases sur ce match. C'est que je me dis, il y a bien un moment donné, on va finir par refaire des points. Et là, on est vraiment dans le cas de figure d'une équipe qu'on peut franchement dominer sur notre synthétique à la Maladière, sans que je n'y vois enfin, trop d'inconvénients ni historiques, ni de séries récentes, ni de formes récentes des deux équipes respectives. Je pense qu'on va transpirer, mais allez, je me lance. Je pense on sort de notre série négative vendredi prochain contre Vaduz si on gagne ce match. Très bien, Varam? Bah, j'espère que ça sera le match du déclic tant attendu. J'espère qu'on va sortir de cette gonfle parce que ça commence à durer. Il y aura forcément cette spirale va forcément prendre fin. Et je pense que Vaduz c'est un adversaire, en tout cas
à domicile, qui est largement prenable, hein. C'est quand même un adversaire qui alterne le bon et le moins bon. Donc voilà, maintenant, ben, ce que j'attends, c'est un état d'esprit différent. Au-delà du jeu, moi j'aimerais surtout voir une équipe qui veut se battre pour prendre ses 3 points, une équipe qui arrête d'être passive et qui arrête d'accepter son sort, quoi. Voilà, moi j'ai envie de voir des gens qui se transcendent un peu et qui s'arrachent pour aller prendre ces 3 points. Voilà, moi j'attends pas du foot total. Voilà, j'attends pas du Cruyff. Voilà, moi j'aimerais du foot avec du cœur et puis voilà. Maintenant, il faut plus calculer, il faut plus spéculer, il faut aller prendre ces 3 points parce que la situation commence à devenir problématique, hein. On est quand même à 6 points de cette fameuse barre. Maintenant, il faut prendre de C'est l'air, ça. il faut surtout qu'on reprenne certains fondamentaux et ça passe au-delà de la tactique, de la technique, ça passe vraiment par un état d'esprit. Maintenant, il faut qu'on se relève et puis il faut qu'on aille au-delà au fait de toutes ces petites misères qui nous arrivent et puis maintenant il faut qu'on mette la deuxième. Et puis maintenant, il faut qu'on engrange et qu'on fasse des points parce que là, si cette série négative devait se poursuivre, malheureusement, je pense que on aura une mauvaise surprise. Voilà. Donc maintenant, il faut se sortir les pouces, comme on dit. C'est ça, il faut regarder dans le rétroviseur maintenant, hein, le besoin de points, il est urgent, hein, la victoire de Chafouz à Nyon vendredi fait que les deux équipes sont à égalité, donc on a 6 points d'avance sur un duo, sur ce duo de Nyon et de Chafouz. Bellinzone est encore à distance respectable de 4 points, mais c'est des équipes que nous n'avons pas encore jouées, hein, donc voilà, on pourrait arriver dans des matchs vraiment de la peur si on ne score pas contre Vaduz. Chafou sera d'ailleurs notre adversaire la semaine d'après, hein, donc on serait bien inspiré d'aller les voir peut-être avec un matelas plus confortable que 6 points. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un match qu'on doit jouer avec les tripes, vraiment. Et puis qu'on doit vraiment donner le fameux 120% pour voilà, obtenir un bon résultat. Alors, un petit mot quand même, on peut regretter la suspension de Fabio Saiz. Eh ben, il a été blessé, hein, les 2 premiers matchs. Là, il est revenu. Il n'était pas titulaire, mais il nous a garanti qu'il était à 100%. C'est dommage que voilà, il soit suspendu ce match parce que probablement qu'il aurait pu prétendre à être titulaire dans l'axe du milieu de terrain. Ma foi, avec ou sans Fabio Saiz, l'équipe devra se sortir les pouces, hein, comme on dit, et puis éviter ces fameuses erreurs qui nous ont coûté tant de points, qui nous ont coûté nos 2 buts par match, puisqu'on garde, on garde cette moyenne de 2 buts par match, 21 matchs joués, 42 buts pris. Et ben, cette moyenne-là, si Nyon commence à prendre moins de buts, ben, d'ici 3 4 matchs, si on continue, on est la pire défense de la ligue, tout simplement. On est déjà très nettement la deuxième pire défense. Donc voilà, on doit aussi stopper cette hémorragie de ce côté-là. Donc, moi, je pense qu'on va aussi sortir de cette série de défaites. On va rappeler, hein, on est quand même sur 5 défaites consécutives. Si on prend les 2 derniers matchs du deuxième tour, on est la seule équipe qui n'a pas fait de points sur les 5 derniers matchs. Là, j'ai le tableau devant dans les yeux. On a Chafouz qui a fait que 3 points, mais sinon toutes les équipes carburent à 2 ou 3 victoires sur cette série. On a Haro qui a même fait 5 victoires, carton plein. Donc voilà, ça sera un match très, très important avant le déplacement jamais facile de Chafouz. Donc voilà, je ne sais pas si on va gagner, mais je pense qu'on va en tout cas sortir de cette spirale de défaite qui fera un bien fou au niveau du mental. Je je l'espère. Et puis on doit aussi, profiter. Tu disais, hein, Varane, Vaduz, c'est une équipe qui alterne le bon et le moins bon. C'est totalement vrai, mais c'est surtout vrai par rapport à domicile extérieur. Ils sont la meilleure équipe à domicile, à égalité avec Carouge, mais ils sont la pire équipe à l'extérieur. Donc, ce qui fait que ça explique leur classement à la 4e place, légèrement largué par rapport
au trio de tête, surtout le duo de tête. Mais là, en recevant la pire équipe à l'extérieur, ça doit être l'occasion rêvée pour sortir de cette spirale. Puis historiquement, le FC Vaduz à domicile est une équipe qui nous réussit pas trop mal, à part le 6-1 l'année où on a disputé le barrage contre Rapperswil, où on avait fait jouer la moitié des juniors. Voilà, on a toujours, presque toujours obtenu quelque chose, ou a priori fait des bonnes performances contre Vaduz à domicile. Donc, Voilà. moi, j'y crois. Et puis, j'espère qu'on va On va se récupérer. raccrocher à ça. On va se Ouais, on raccrocher va à se ça. raccrocher à ça. Et on doit refaire aussi de la Maladière un endroit où on repart plus souvent avec 3 points ou 1 point qu'avec 0 point. Parce que là, on est à combien? 5 défaites consécutives à Neuch. Ouais. En tout Mais cas, hein, si c'est pas 6. si, Mais Ouais, si je c'est peux, ça, si ouais. je, si je peux me permettre un jeu de mots par rapport à la date de ce match, s'il y a un jour où il faut que l'histoire d'amour entre Xamax et ses supporters reparte, c'est bien le 14 février. Voilà. Fais pas honte, oh, Oscar. c'est joliment dit. C'est joliment dit, Osvaldo. Bah, du coup, Voilà. on va passer notre Saint-Valentin à la Maladière. Du coup, chez Varam, j'espère que ta femme, elle t'en veut pas trop. Bientôt, tu seras quand même tu seras à la maison ou tu viens au stade? Du coup, Alors au stade, non, parce que c'est compliqué ces temps, mais ouais. il y a de fortes chances que je sois devant mon poste de télé, effectivement. Mhm. Moi, je fais un petit clin d'œil à ma chérie qui d'abord m'a dit, mais tu vas pas aller voir le match le soir de la Saint-Valentin? Et puis, j'ai rien compris. Puis, elle est revenue une demi-heure plus tard en me disant, ah, mais en fait, je suis pas là, désolé. Voilà. Donc, du coup, voilà. Des coups de pression qui Moralité, servira à passer rien. votre Saint-Valentin au stade, c'est des fois une bonne option. Ouais. Puis comme ça a souvent été des matchs de Ligue des Champions, on peut dire que le soir de la Saint-Valentin, une fois dans notre vie, ça nous est arrivé de jouer l'Europe. Voilà, je finis avec les blagues pourries. Fini avec les blagues pourries, effectivement. Voilà, messieurs, on peut gentiment passer à la conclusion de cet épisode. La conclusion de cet épisode, elle est assez courte finalement. On tenait déjà tout simplement à vous remercier pour les retours de nos 2 premiers épisodes de l'année. Vous avez été nombreux à saluer les 2 épisodes un peu spéciaux à Canal Alpha et avec Freddy Mveng qui, selon vous, ont contrasté dans le bon sens du terme avec les résultats un peu en deçà, en dedans, on va dire, de l'équipe. Donc, merci aussi à vous pour votre soutien. C'est aussi grâce à vous que des épisodes comme ça peuvent avoir lieu et voilà, on vous fait la promesse que ce genre d'épisode-là, c'était de loin pas un one-shot et que nous, on a beaucoup apprécié cette expérience. Je me tourne d'abord vers toi, Osvaldo. Quel souvenir tu gardes en quelques secondes comme ça de ces 2 épisodes? Quel souvenir que je garde, c'est peut-être ce que je vais garder plutôt, c'est finalement la rencontre entre plusieurs collègues, finalement journalistes, chroniqueurs, que je connais de plusieurs activités journalistiques que je peux avoir. Il y a Xamcast. Certains auditeurs savent aussi que notamment je suis très actif du côté de Proxyfoot et j'ai été très très heureux de pouvoir faire les connaissances, enfin de pouvoir faire les présentations physiques entre mes collègues de Proxy Foot Genève et la team Xamcast. Et c'est ce que je vais garder de mieux de ces 2 épisodes-là. Mmh. Varam, toi, tu étais présent, à l'épisode à Cortaillot et Canal Alpha. Quel souvenir tu gardes de cette expérience? Bah, je garderai 2 choses. Alors la première, bah, c'est que, ben, paradoxalement, avec la technologie, bah, on a rarement l'occasion de se voir en physique, en vrai. Puis là, bah, ça a été, l'occasion de se voir pour marquer le coup aussi, donc c'était vraiment super et puis, voilà, donc je garde vraiment, l'expérience humaine et puis, Michel, Descastel, personnage, incroyable, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une interview, fantastique, quoi. Vraiment une carrière de joueur incroyable, carrière d'entraîneur qu'il est tout autant. Magnifique anecdote. Et puis c'est vrai que moi je l'ai senti à l'aise. Enfin voilà, mais c'était vraiment super, quoi. Je garde vraiment un souvenir impérissable en tout cas, quoi. C'était vraiment top, quoi.
Ok, vous re-signez pour des épisodes de ce type-là, si je comprends bien. Tous les jours. Oui, absolument. Tous les jours. Façon de Très parler, bien. hein, Ouais, oui, oui, on s'est compris, effectivement. Voilà, encore une fois, merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre dans nos aventures chaque semaine. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous, chers animateurs. Et puis, à la semaine prochaine, messieurs. Bye bye. Bye bye. Bye bye.